Salut les dieux à cuire et content de vous retrouver après ce long break estival. Écoutez, j'espère que votre été se passe bien. En tout cas, moi j'ai eu la chance d'aller dans l'Atlas marocain là fin juin et j'ai bien aimé et donc je me suis dit que à mon retour il fallait absolument que je fasse une vidéo sur le Maroc et c'est parti. Donc en fait la vidéo va être un petit peu différente dans le sens où on va parler d'une badass et ensuite je vous propose un tout petit tour du musée de la femme de Marrakech, un tout nouveau musée que j'ai découvert un petit peu par hasard et voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en faire le petit débrief et écoutez, attaquons le sujet dès maintenant. Alors, Saïda Al-Houra. Dans mes recherches, là, j'avais pléthore de choix. Il y a vraiment eu plein de femmes fortes dans l'histoire du Maroc. Et d'ailleurs, à l'avenir, il y aura sûrement d'autres vidéos sur ce pays. Mais j'avoue que j'ai une grosse préférence pour Saïda. Saïda Al-Houra, ça veut dire la dame libre. On l'entend aussi parfois Sit Al-Houra, mais en gros c'est devenu son nom d'usage, alors son nom entre guillemets civil, il n'y a pas consensus, on pense qu'elle aurait pu s'appeler Aïcha, mais non, elle est vraiment entrée dans l'histoire comme Sit Al-Houra, Saïda Al-Houra. Et elle est née en 1493 à Chefchaouen. Alors les dates sont importantes, le lieu est important, parce qu'il faut savoir que sa mère était une Espagnole convertie, son père était un noble musulman. Ils ont dû fuir l'Espagne après la Reconquista en 1492 et son père va être le dirigeant dans la ville de Chefchaouen. Il va vraiment moderniser la ville et en fait Chefchaouen ça va être un Al-Andalus bis, ça va être une ville où vont s'établir beaucoup d'exilés arabo-espagnols. Saïda, elle va grandir dans cette atmosphère, on va dire, de revanche, d'Al-Andalus perdu. Et donc toute sa vie, elle va vouloir se venger des Espagnols qui, pour elle, ont déraciné son peuple. Elle va vraiment être aimée et surtout, elle venait d'une famille, même si c'est très anachronique de dire ça, progressiste dans le sens où ses parents vont insister pour qu'elle ait exactement la même éducation que ses frères. Il faut savoir que Saïda était très lettrée, donc elle parlait l'arabe bien entendu, mais elle parlait aussi l'espagnol, le portugais. Bon, par contre, il faut savoir que en cette fin du XVe siècle, début XVIe siècle, le Maroc n'est pas à son apogée. Il y a vraiment beaucoup de crises internes. Déjà, il y a deux dynasties qui s'affrontent pour le pouvoir. Dans le nord, on a les partisans de la dynastie Ouattacide et dans le sud, les partisans des Saadiens. Ça aura une importance à la fin de notre récit. Il faut savoir que le nord-ouest du pays est tenu par les Portugais qui ont certaines villes importantes comme Ceuta ou Tanger. Il y a fréquemment des razzias des pirates espagnols et il y a beaucoup de révoltes locales contre le pouvoir central basé à Fès. Mais revenons à Saïda, qui à l'âge de 20 ans va épouser un ami de son père, le gouverneur de la ville de Tétouan. Alors, il faut savoir que Tétouan à l'époque, c'était vraiment la porte sur la Méditerranée du Maroc. Donc celui-ci est vraiment une figure de la résistance contre les Portugais, qui va vraiment stimuler l'esprit revanchard et belliqueux de Saïda. Et même si les deux époux ont 30 ans de différence, cette union va être bénéfique pour Saïda, puisque son époux va lui donner beaucoup d'autonomie, notamment politique, et en son absence, c'était notamment elle qui gérait les affaires de la ville. Et donc, quand en 1520, elle devient veuve, elle va s'y connaître entre guillemets en affaires publiques et elle va avoir les mains libres pour vraiment faire de la ville de Tétouan une des villes les plus prospères du Maroc. Et d'ailleurs, grâce à elle, Tétouan a profité de 2 décennies de prospérité. Mais Saïda, elle voit les choses en grand. Elle veut pas juste que Tétouan soit prospère. Elle veut vraiment remettre sur les rails le Maroc. Et elle a conscience que le Maroc a une très grosse faiblesse, c'est sa flotte. Le Maroc subit les razzias des navires portugais, des navires espagnols. Et donc, elle va se doter de sa propre flotte commerciale, mais également une flotte militaire. Et elle va créer sa propre armée de corsaires. D'ailleurs, elle était devenue le personnage public du Maroc numéro 1, et les étrangers étaient plus enclins à traiter avec elle, limite qu'avec le roi du Maroc. Elle va même faire une alliance avec le très célèbre pirate ottoman Barberousse, pour vraiment
à avoir une grande hégémonie sur les mers. Mais la puissance de Saïda, elle va exploser en 1541 quand le roi du Maroc, donc qui était de la dynastie ouattacide, va lui demander de l'épouser. Il faut savoir que ce pauvre roi était acculé puisqu'il venait d'avoir une grosse défaite militaire, justement contre les Saadiens. Saïda va accepter, mais tenez-vous bien, elle va imposer ses conditions. Déjà, le mariage ne se fera pas à Fès, il se fera à Tétouan. Alors c'est la première fois qu'un mariage royal ne se faisait pas dans la ville du mari. Deuxième chose, Saïda veut continuer à gérer Tétouan et à habiter à Tétouan. Donc en fait, les deux époux ne vivront pas ensemble, puisque le roi lui va rester à Fès. Comme le roi a conscience de la valeur de Saïda, notamment ses talents de polyglotte, son expérience avec les relations extérieures, il va lui déléguer le rôle, on va dire, de ministre des Affaires étrangères. Et c'est elle qui va être officiellement en charge de jouer l'interface entre le Maroc et les puissances méditerranéennes. Donc elle était d'autant plus puissante que son frère Ibrahim, donc son frère préféré, lui gérait la ville de Chefchaouen. Et donc les deux avaient la main mise sur le nord du Maroc. Malheureusement, l'épopée de Saïda va s'arrêter brusquement en 1542 à cause d'une trahison familiale. Donc son demi-frère Mohamed, alors dans d'autres sources j'ai vu beau-fils, mais la plupart des sources semblent dire que c'était son demi-frère qui lui était partisan des Saadiens, va profiter de la mort d'Ibrahim. Ça devient un peu compliqué, vous savez, le frère de Saïda qui vivait à Chefchaouen et les deux s'adoraient, et il va profiter de la mort d'Ibrahim pour faire un complot contre Saïda. Et malheureusement, ce complot va réussir. Saïda n'aura pas d'autre choix que de se retirer à Chefchaouen. Donc, elle va rester prisonnière, entre guillemets, de la cité jusqu'à sa mort. Et mal en a pris quand même à Mohamed d'avoir fait ça, puisque le Maroc, qui avait enfin retrouvé un petit peu de stabilité, va ressombrer dans le chaos. Il va falloir attendre la dynastie des Alaouites, donc au XVIIIe siècle, pour que le pays enfin retrouve la stabilité et la prospérité alaouite, qui est d'ailleurs toujours la dynastie régnante aujourd'hui. Et écoutez, comme annoncé, je vous propose de faire un petit tour à Marrakech, dans le musée de la femme. Alors c'est un musée très récent, qui date de 2018. Au début, je voulais vraiment faire un vlog et tout, mais en fait, j'avais pas assez de contenu pour un vlog à part entière. Ça reste quand même un endroit très intéressant. Alors déjà, l'entrée, c'est moins de 3 €. Et vraiment, les gens qui y travaillent, c'est des passionnés. Donc dans le rez-de-chaussée, parlent des femmes marocaines en général. Donc on voit beaucoup de portraits de femmes qui ont fait l'histoire du Maroc. Et on voit des focus sur le rôle des Marocaines dans la politique, dans l'économie, dans l'agriculture au Maroc. Le deuxième étage, lui, est dédié plus spécifiquement aux femmes berbères. Alors le terme berbère désigne des peuples et ethnies vraiment très différentes, puisque on retrouve des berbères jusqu'en Égypte, même si la plupart d'entre eux sont en Maroc et en Algérie. Et en fait, ce sont, on va dire, les premiers habitants du nord de l'Afrique, avant les grandes invasions arabes dues au Moyen-Âge. Donc au Maroc, on les trouve surtout aujourd'hui dans l'Atlas. Et même au Maroc, ce terme berbère désigne donc différentes populations. D'ailleurs, il n'existe pas un seul berbère ou amazigh, il en existe 3 dialectes. Et comme ce qui s'est produit dans beaucoup de pays, par exemple en France avec les Basques ou les Bretons, c'est vrai que ces berbères ont souvent été discriminés et que le Maroc a eu pendant des décennies une vraie politique arabisante. Et donc le musée veut rendre hommage à l'héritage des femmes berbères et diffuse notamment un reportage dédié à Zeynab Nefzaouia. Alors Zeynab, c'est une pure berbère. Elle naît dans la ville très prospère de Hakmat, qui était un peu un des joyaux de la dynastie almoravide. C'est une dynastie qui a créé un très gros empire du 11e au 12e, donc qui recoupait le Maroc, mais aussi la Mauritanie, et même une partie du Mali. Et donc Zeynab, elle vient quand même d'une famille très prospère, et c'est une femme de caractère. D'ailleurs, elle va faire 3 mariages qui vont se solder par 3 divorces. La plupart du temps, c'était à la demande de Zeynab. Mais le 4e sera le bon, comme quoi il ne faut pas désespérer, puisqu'elle va épouser le sultan Youssef bin Tachfin, donc qui était le sultan almoravide. Elle va vraiment co-régner avec lui
il va lui donner énormément d'autonomie et ouais, elle va vraiment devenir une conseillère vraiment de prédilection sur tous les sujets. Par exemple, c'est elle qui va lui dire de se concentrer son attention sur le sud de l'Espagne et d'aller conquérir des terres là-bas. Et il semblerait qu'en 1071, c'est elle qui aurait créé les plans de la ville de Marrakech. Et pour continuer la visite, il y a un deuxième étage qui lui abrite des expositions temporaires, des expositions d'art consacrées à des artistes femmes locales. Et il y a un rooftop vraiment sympa où on peut boire un verre, boire du thé. Et voilà, donc non vraiment le musée est petit, mais bon, si vous passez par Marrakech, je pense que ça vaut vraiment le coup quand même de soutenir ce musée. Et écoutez, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour une autre. Cette fois-ci, on va essayer de pas laisser filer 2 mois entre 2 vidéos. Allez, salut!